Franco Nero, l'acteur légendaire connu pour son charme robuste et ses performances captivantes, a maintenant plus de 80 ans. Sa vie, marquée par des sommets incroyables et quelques bas déchirants, est un conte de résilience et de passion. De son rôle emblématique dans Django à ses collaborations avec les meilleurs réalisateurs, la carrière de Nero a été tout simplement extraordinaire. Cependant, en coulisses, il a affronté de nombreux défis personnels et des moments de tristesse. Dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près les triomphes et les luttes de cette icône cinématographique en explorant la force qu'il a montrée tout au long de son parcours. Rejoignez-nous pour plonger dans la vie de Franco Nero, une histoire d'amour indéfectible pour l'art du cinéma. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'exploration profonde dans la vie de vos stars préférées. Commençons. Les difficultés dans ses premières années. Franco Nero, né le 23 novembre 1941 à San Prospero Parmense, Parme, Italie, était destiné à une vie bien éloignée du grand écran. Son père, qui travaillait comme officier de carabiniers, et sa mère, une femme au foyer, l'ont élevé dans une famille italienne traditionnelle et soudée. La famille Sparanero menait une vie modeste, Franco étant l'un des 5 enfants. Les valeurs qui lui ont été inculquées pendant ces années formatrices ont façonné son caractère et sa détermination tout au long de sa vie et de sa carrière. Le voyage de Franco Nero dans le monde du cinéma n'était pas simplement une suite d'événements fortunés, mais une tapisserie tissée de résilience, de passion et de poursuite inflexible de l'accomplissement artistique. Élevé dans l'étreinte d'une famille italienne traditionnelle où les valeurs de diligence et d'unité étaient enracinées, l'éducation de Franco a fourni une base solide pour ses ambitions. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, la renaissance culturelle de l'Italie a prospéré et Franco, comme beaucoup de sa génération, s'est retrouvé captivé par le pouvoir transformateur du cinéma. Ce n'était pas seulement un simple échappatoire. C'était une toile sur laquelle il projetait ses rêves et ses aspirations. Depuis ses premiers jours à l'école d'art de Parme, où il explorait l'interaction délicate de la lumière et de la couleur sur la toile, jusqu'aux scènes vibrantes des théâtres de Milan, où il apprenait l'art d'incarner des personnages avec profondeur et authenticité, l'évolution de Franco en tant qu'artiste a été marquée par un engagement indéfectible envers son métier. Milan, avec son kaléidoscope d'influences culturelles et d'énergie créative, a offert à Franco un terrain fertile pour cultiver ses talents. Au Piccolo Teatro di Milano, sous la tutelle de mentors respectés, il a absorbé les nuances de l'art dramatique et la discipline nécessaire pour donner vie aux rôles sur scène et à l'écran. Pourtant, la route vers la reconnaissance était pavée de difficultés. La poursuite incessante de rôles était souvent accompagnée d'incertitudes financières et des pressions compétitives d'une industrie cinématographique en plein essor. Indemne des revers, la ténacité de Franco brillait par sa volonté d'embrasser diverses opportunités, des débuts modestes dans les publicités aux sauts audacieux sur le grand écran. Son rôle décisif dans La Bible offrait un aperçu de son potentiel, un catalyseur qui le propulsait vers de plus grandes hauteurs cinématographiques. Au fur et à mesure que la carrière de Franco Nero s'épanouissait, sa réputation d'acteur polyvalent capable d'incarner des personnages avec profondeur et conviction grandissait également. Chaque rôle devenait un coup de pinceau sur sa toile en évolution, contribuant à un corpus d'œuvres qui s'étendait sur plusieurs genres et résonnait avec des audiences mondiales. Qu'il incarne des figures historiques, des héros romantiques ou des anti-héros énigmatiques, Franco insufflait à chaque personnage un charisme distinct et une authenticité qui laissaient une marque indélébile sur le cinéma italien. Au-delà des éloges et de la reconnaissance, le parcours de Franco Nero est un témoignage de la puissance durable de la passion et de la persévérance. De la tranquillité de San Prospero Parmense au feu de la rampe du cinéma international, son odyssée est une preuve du potentiel transformateur de suivre son appel artistique contre vent et marée. Les percées dans sa carrière d'acteur. La grande percée de Franco Nero est survenue en 1966
lorsqu'il a été choisi pour jouer le rôle principal dans le western spaghetti de Sergio Corbucci, Django. Ce rôle deviendra iconique et définira sa carrière pendant des années. Django raconte l'histoire d'un mystérieux tireur qui traîne un cercueil à travers le désert, cherchant à se venger de ceux qui lui ont fait du tort. La représentation par Franco de ce personnage sombre et énigmatique a captivé les audiences et les critiques. Effectible pour l'art du cinéma. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'exploration profonde dans la vie de vos stars préférées. Commençons. Les difficultés. Django a été un succès commercial et est devenu un classique culte, engendrant de nombreuses suites et imitations. La performance de Franco lui a valu une reconnaissance internationale et l'a établi comme un homme de premier plan dans le genre des westerns spaghetti. Le style sombre du film et son approche unique du genre western spaghetti ont résonné auprès des spectateurs, consolidant la place de Franco dans l'histoire du cinéma. Suite au succès de Django, la carrière de Franco Nero a pris de l'élan. Il est rapidement devenu l'un des acteurs les plus recherchés de l'industrie cinématographique italienne. Son apparence frappante, sa présence intense à l'écran et sa capacité à incarner des personnages complexes en ont fait un favori parmi les réalisateurs et les producteurs. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, Franco a joué dans une série de films à succès dans divers genres. Il a démontré sa polyvalence en tant qu'acteur, assumant des rôles dans des westerns, des drames historiques, des thrillers policiers et des comédies romantiques. Parmi ses films notables de cette période, on peut citer Texas, Adios, 1966, Massacre Time, 1966, Un endroit tranquille à la campagne, 1968, et Le jour du hibou, 1968. L'une de ses collaborations les plus significatives pendant cette période a été avec le réalisateur acclamé Elio Petri. En 1968, Franco a joué dans le film de Petri Un endroit tranquille à la campagne, un thriller psychologique qui a mis en valeur son étendue en tant qu'acteur. Le film a reçu des critiques élogieuses et a renforcé davantage la réputation de Franco en tant qu'interprète talentueux et polyvalent. Alors que la carrière de Franco Nero s'épanouissait en Italie, il commença à attirer l'attention des cinéastes internationaux. Au début des années 1970, il élargit ses horizons et travailla sur des projets en dehors de l'Italie. L'une de ses collaborations internationales notables fut avec le réalisateur britannique Michael Anderson dans le film La bataille de Sutjeska, 1973, où Franco incarnait le chef partisan yougoslave Josip Broz Tito. Le film fut un succès significatif et démontra la capacité de Franco à aborder des rôles divers et exigeants. L'attrait international de Franco continua de croître, menant à des collaborations avec des réalisateurs renommés tels que Luis Buñuel, Rainer Werner Fassbinder et Claude Chabrol. Il a joué dans le chef-d'œuvre surréaliste de Buñuel, Tristana, 1970, aux côtés de Catherine Deneuve, livrant une performance mémorable qui lui valut des critiques élogieuses. Les relations tumultueuses de Franco. Malgré son charisme et son talent, la vie amoureuse de Nero a été parsemée de défis, menant à plusieurs relations infructueuses. Cette exploration plonge dans les complexités de ces relations, éclairant les facteurs qui ont contribué à leurs difficultés et l'impact qu'elles ont eu sur la vie de Nero. Les premières années de Franco Nero furent caractérisées par une poursuite acharnée de ses rêves d'acteur. Alors qu'il s'installait à Milan et se plongeait dans le monde du théâtre et du cinéma, son attention portée sur sa carrière prenait souvent le pas sur ses relations personnelles. La nature exigeante de sa profession rendait difficile pour Nero de maintenir des connexions amoureuses stables et durables. Ses premières relations étaient souvent de courte durée, car sa carrière naissante nécessitait toute son attention et sa dévotion. L'une des relations les plus significatives et médiatisées de la vie de Franco Nero fut sa romance avec l'actrice britannique Vanessa Redgrave. Les deux se rencontrèrent sur le tournage du film Camelot en 1967, où Nero,
jouaient Lancelot et Redgrave, incarnaient Guenièvre. Leur alchimie à l'écran se traduisit rapidement en une romance réelle, capturant l'attention des fans et des médias. La relation était intense et passionnée, et ils devinrent bientôt l'un des couples les plus en vue d'Hollywood. Malgré leur connexion profonde, Nero et Redgrave affrontèrent de nombreux défis. Leurs carrières exigeantes les tenaient souvent séparés, entraînant des périodes de séparation et de tension. En 1969, ils accueillirent un fils, Carlo Gabriel Nero, mais les pressions de leur vie professionnelle et la constante attention médiatique eurent un impact sur leur relation. Au début des années 1970, le couple décida de se séparer, bien que leur lien restât fort. Ils maintinrent une étroite amitié et continuèrent à coparenter leur fils. La relation de Franco Nero avec Vanessa Redgrave a mis en évidence l'un des thèmes récurrents de sa vie amoureuse, les complexités de l'amour à distance. En tant qu'acteur international, Nero se retrouvait souvent en déplacement pour le travail, rendant difficile le maintien d'une relation stable. La distance physique, combinée aux exigences de leurs carrières respectives, créait des défis importants pour Nero et ses partenaires. La profession de Nero l'obligeait à être constamment en mouvement, tournant dans différents lieux à travers le monde. Ce mode de vie rendait difficile le maintien d'un sentiment de normalité et de stabilité dans ses relations personnelles. Les séparations fréquentes et l'incapacité de passer du temps de qualité ensemble entraînaient souvent des malentendus et une tension émotionnelle. Malgré ses meilleurs efforts, Nero trouvait difficile de concilier les exigences de sa carrière avec les besoins d'une relation amoureuse. Une autre relation très médiatisée dans la vie de Franco Nero fut sa romance avec l'actrice française Catherine Deneuve. Les deux se rencontrèrent en travaillant sur le film Tristana en 1969, réalisé par Louise Buñuel. Leur alchimie à l'écran était palpable, et il ne fallut pas longtemps avant qu'ils ne soient impliqués romantiquement hors écran. Deneuve, une actrice célébrée pour son élégance et son talent, était un match idéal pour Nero, tant professionnellement que personnellement. Cependant, leur relation ne fut pas sans défis. Comme dans ses relations précédentes, les exigences de leur carrière les maintenaient souvent séparés. Deneuve était basé en France, tandis que le travail de Nero l'emmenait fréquemment dans divers lieux à travers l'Europe et au-delà. La nature longue distance de leur relation créait des obstacles importants, et ils luttaient pour trouver un équilibre entre leurs engagements professionnels et leur désir d'être ensemble. Malgré leur rupture initiale, le lien entre Franco Nero et Vanessa Redgrave est resté fort. Après des décennies de maintien d'une étroite amitié et de coparentalité de leur fils, le couple a ravivé leur romance au début des années 2000. En 2006, ils décidèrent de formaliser leur relation en se mariant, marquant un nouveau chapitre dans leur vie commune. Leur mariage était un témoignage de leur connexion durable et de l'affection profonde qu'ils avaient l'un pour l'autre. Cependant, même cet engagement renouvelé a rencontré son lot de défis. Nero et Redgrave ont continué à poursuivre leur carrière d'acteurs, ce qui les tenait souvent éloignés pendant de longues périodes. Les exigences de leur profession, combinées aux complexités de la gestion d'une relation très médiatisée, créaient des obstacles supplémentaires. Malgré les années passées entre leur relation initiale et leurs retrouvailles récentes, Vanessa Redgrave a affirmé qu'elle ne s'était jamais vraiment considérée comme séparée de Franco Nero. « Nous ne nous sommes jamais vraiment séparés », a-t-elle partagé. « Nous avons eu beaucoup de moments où nous ne nous parlions pas ou où nous nous crions dessus. La plupart du temps, les pires moments étaient ceux où nous ne nous parlions pas. » Redgrave a reconnu que pendant leurs années de séparation, il y avait toutes sortes d'autres personnes impliquées. Redgrave a divorcé de son mari, Tony Richardson, après 5 ans de mariage en 1967, l'année même où elle a rencontré Nero. Bien que Redgrave ait trouvé le bonheur dans sa vie amoureuse, elle a fait face à des tragédies personnelles significatives ces dernières années. Sa fille, Natasha Richardson, 45 ans, est décédée après un accident de ski au Canada en mars de l'année dernière. Son frère, Coran,
est décédé en avril de cette année à l'âge de 70 ans, et sa sœur, Lynn, a succombé à un cancer en mai à l'âge de 67 ans. En réfléchissant à ces pertes, Redgrave a exprimé le désir de prendre du temps pour faire le point sur son deuil récent. Je suis contente de ne pas travailler pendant un certain temps parce que je veux prendre le temps de réfléchir, de lire, de jardiner, de voir ma fille et d'être avec mes petits-enfants, a-t-elle dit. Malgré ces défis, Nero et Redgrave restèrent déterminés à faire fonctionner leur relation. Ils trouvèrent des moyens de se soutenir mutuellement, tant sur le plan personnel que professionnel, et leur respect et compréhension réciproque les aidèrent à surmonter les difficultés qu'ils rencontraient. Leur mariage, bien que marqué par des périodes de séparation et de tension, témoignait de leur amour et de leur résilience durable. Affaires et procès en paternité. Tient d'une relation stable. La distance physique, combinée aux exigences de leurs carrières respectives, créait des défis importants pour Nero et ses partenaires. La profession de Nero l'obligeait à être constamment en mouvement, tournant dans différents lieux à travers le monde. Ce mode de vie rendait difficile le maintien d'un sentiment. En décembre 1987, la vie de Franco Nero prit une tournure inattendue lorsqu'un procès en paternité fut intenté contre lui en Colombie, où il tournait un film. La poursuite fut engagée par Mauricia Mena, qui prétendait que Nero était le père de son fils, Franquito. Cette bataille juridique allait non seulement bouleverser la vie personnelle et professionnelle de Nero, mais également attirer une attention médiatique considérable, compliquant encore davantage son existence déjà tumultueuse. La liaison entre Franco Nero et Mauricia Mena était dite brève mais intense. Mauricia, une femme locale en Colombie, rencontra Nero pendant son séjour dans le pays où il travaillait sur un projet de film. La romance se serait rapidement épanouie, alimentée par la passion et l'excitation de leur rencontre. Cependant, la relation fut de courte durée, se terminant aussi brusquement qu'elle avait commencé, laissant Mauricia avec la nouvelle de sa grossesse. La décision de Mauricia Mena de porter plainte en paternité contre Franco Nero était motivée par son désir de reconnaissance et de soutien pour son fils, Franquito. L'action en justice mit l'affaire au grand jour, plaçant Nero dans une position difficile. La plainte prétendait que Nero avait engendré Franquito au cours de leur brève relation, exigeant qu'il assume ses responsabilités envers son prétendu fils. Nero, qui avait auparavant maintenu une vie relativement privée, se retrouva plongé dans une bataille juridique qui mit à l'épreuve sa patience et sa détermination. Les procédures en Colombie ajoutèrent aux pressions de sa carrière cinématographique en cours, créant une situation complexe et difficile. Les médias, toujours avides d'une histoire sensationnelle, suivirent de près les développements, compliquant encore les efforts de Nero pour traiter l'affaire discrètement. Les procédures judiciaires en Colombie furent marquées par la tension et l'incertitude. Nero, connu pour son stoïcisme et son sang-froid, dut naviguer dans les complexités du système judiciaire colombien tout en gérant la pression émotionnelle des allégations. Les prétentions de Mauricia Mena étaient soutenues par diverses preuves, y compris des témoignages et des rapports médicaux qui renforçaient son dossier. Malgré les défis, Nero maintint son innocence et chercha une représentation juridique pour contester les allégations. La bataille juridique fut prolongée, chaque partie présentant ses arguments et ses preuves. La défense de Nero remettait en question l'authenticité des preuves et la crédibilité des témoins. L'issue de l'affaire reposait sur les résultats des tests ADN, cruciaux pour déterminer la paternité de Franquito. Le procès en paternité finit par trouver une résolution, bien que non sans complications significatives. Les résultats des tests ADN, composant essentiel du dossier, jouèrent un rôle décisif dans le dénouement. Les tests confirmèrent que Franco Nero était bien le père de Franquito, aboutissant à une reconnaissance légale de la paternité. Suite à la décision du tribunal, Nero fut contraint de fournir un soutien financier à Franquito, assumant ainsi ses responsabilités de père. Le jugement marqua la fin de la bataille juridique,
mais les répercussions de l'affaire continuèrent de résonner dans la vie de Nero. L'incident mit en lumière les complexités de ses relations personnelles et souligna les défis de concilier sa vie privée avec son image publique. À la suite du procès en paternité, Franco Nero a dû relever le défi de reconstruire sa vie personnelle et de restaurer son image publique. Cette expérience a mis à l'épreuve sa résilience et sa force, révélant la profondeur de son caractère. Le parcours de Nero à travers la bataille juridique et ses conséquences est un témoignage de son esprit indomptable et de sa capacité à naviguer les complexités de la vie avec grâce et dignité. L'affaire de Franco Nero et le procès en paternité qui s'en est suivi avec Mauricia Mena reste l'un des épisodes les plus difficiles de sa vie. La bataille juridique, parsemée de défis personnels et professionnels, a testé la détermination et la résilience de Nero. Malgré tout, le parcours de Nero a mis en lumière les complexités des relations humaines et la quête incessante de vérité et de rédemption. Malgré les épreuves qu'il a affrontées, l'histoire de Nero est aussi celle de la croissance, de l'acceptation et de la poursuite inébranlable de l'intégrité personnelle et des liens familiaux. Les relations infructueuses de Franco Nero ont eu un impact. En 2006, lorsque Costner a été confronté à des allégations de comportement répréhensible de la part d'une masseuse, Cunningham est venu à sa défense. S'exprimant auprès de Digital Spy, elle a décrit Costner comme un parfait gentleman tout au long de leur romance, rejetant les accusations comme infondées. Kevin est très romantique et tendre, a-t-elle affirmé. Il ne se livrerait jamais à quelque chose d'aussi grossier. Il valorise les gestes affectueux comme un baiser sincère plus que tout. Il est vraiment parfait, propre sur lui, bien qu'un peu inconscient de son charme sur les femmes. Bien que Costner ait fait face à des controverses publiques dans les années précédentes, Cunningham s'est retrouvée elle-même impliquée dans ces scandales. En 2002, elle s'est retrouvée mêlée à un litige de paternité impliquant le pilote de course Harry Nuttall. Cunningham a confié que Costner, avec qui elle est restée amie, l'a soutenue pendant la scrutabilité médiatique qui a suivi. Plus tard, en 2011, elle a publiquement reconnu une liaison extra-conjugale avec le politicien conservateur Thomas Strathclyde. Cunningham a réfléchi sur la façon dont les tabloïds britanniques ont sensationnalisé sa relation passée avec Costner, l'utilisant pour sensibiliser sur sa vie personnelle. La couverture s'est concentrée moins sur les questions substantielles, comme la pension alimentaire pour enfants, a-t-elle regretté, et plus sur des aspects futiles comme mon apparition en bikini rose et ma vie aventureuse à Los Angeles, aux côtés de mon histoire avec Kevin Costner. Elle Macpherson. Elle Macpherson, l'une des supermodèles emblématiques des années 90, a été romantiquement liée à Kevin Costner lors de son apogée en 1996. Leur rencontre aurait eu lieu après que Macpherson a assisté à une fête organisée par Costner, où il aurait apparemment chanté une sérénade dans son style romantique caractéristique. Une autre possibilité est qu'ils se soient croisés grâce à leur ami commun Tommaso Butti, fondateur du Fashion Café, qui était proche à la fois de Costner et de Macpherson. À l'époque, Costner, réfléchissant à son mode de vie de célibataire après son divorce de Cindy Silva, a exprimé dans le Mirror sa nouvelle joie et sa volonté de s'installer avec Macpherson, qu'il a décrite comme son égale, belle, talentueuse, drôle et charmante. Selon des amis qui ont parlé aux médias, leur relation semblait se renforcer, Macpherson s'intégrant à la vie familiale de Costner et nouant des liens avec ses enfants. Il était physiquement attiré par elle et l'admirait de loin avant qu'ils ne commencent à sortir ensemble, a révélé un ami. Ils semblaient en s'être réunis à un moment parfait de leur vie. Des photographies du couple affectueux lors d'une fête de Didi en 1998 suggéraient une romance continue, mais un profil du Baltimore Sun l'année suivante indiquait que Costner était à nouveau célibataire, laissant la durée de leur relation quelque peu ambiguë. Tawny Little. Vers la période où Kevin Costner était romantiquement lié à Elle Macpherson, il était également rumoré qu'il sortait avec Tawny Little.
Principalement connue en tant qu'animatrice de télévision et couronnée Miss America 1976, Little continuait la tendance de Costner pour les relations avec des beautés admirées. Des rapports datant d'environ 1997 plaçaient Costner et Little lors d'une série de rendez-vous marquant un autre chapitre de chevauchement dans la vie amoureuse de Costner. Intéressant à noter, Little avait précédemment été lié à Sylvester Stallone, un autre nom associé à l'ex-rumeur de Costner, Angie Everhart. Selon des initiés, le couple a apprécié des rendez-vous charmants ensemble. Leur premier vrai rendez-vous était lorsque Kevin l'a emmené au concert de Patti LaBelle au Hollywood Bowl. Tawny était ravie, a révélé une source. Elle a frit du poulet et a préparé un pique-nique pour eux. Elle a même obtenu une tarte aux fraises de ce même petit restaurant. Cependant, comme beaucoup des romances de Costner, celle-ci aussi semblait être de courte durée. Dans un profil de 1998 du Los Angeles Times, Little a exprimé ses sentiments mitigés à propos d'être propulsé sous les projecteurs en raison de sa relation avec la star hollywoodienne. « Cela va sembler naïf », a-t-elle réfléchi. Mais je n'ai pas cherché à rechercher la gloire ou à vivre dans ce genre de lumière. C'était excitant, bien sûr, mais cela a aussi apporté beaucoup de douleur dans ma vie. Les romances publiques et tabloïdes sont loin d'être agréables. Ce n'est pas ce que quiconque souhaiterait. Angie Everhart. En 1995, Kevin Costner était romantiquement lié à Angie Everhart, une célèbre mannequin connue pour être l'une des premières rousses à avoir atteint la renommée dans le monde de la mode. Des rapports ont surgi indiquant que pendant cette période, alors que Costner tentait apparemment sans succès de se réconcilier avec Cindy Silva, il s'était épris d'Everhart après l'avoir vue en photo dans un magazine. Apparemment, Costner a déployé beaucoup d'efforts pour gagner son affection, incluant la supposée organisation d'un avion privé rempli de fleurs pour l'emmener vers lui. Le couple aurait été aperçu en train de partager un dîner intime, puis ils ont pris une escapade à Santa Barbara. Cependant, cette rencontre semble avoir été leur seule interaction. Everhart a abordé les rumeurs lors d'une apparition dans Late Night with Conan O'Brien cette année-là, en réfutant la prétention concernant le geste extravagant de l'avion. « Je l'ai rencontré dans un restaurant en Californie », a-t-elle précisé. Ils ont pris des photos de moi et Hard Copy a diffusé l'histoire, disant que j'allais devenir la prochaine Madame Costner, ce qui est un mensonge total et flagrant. Everhart a plaisanté en disant qu'elle aurait peut-être été convaincue si Costner avait réellement fait des efforts aussi extravagants pour la séduire. Peggy Trinity. Au début de sa carrière, Kevin Costner était renommé pour son engagement envers la vie de famille. Cependant, après sa séparation de Cindy Silva, il a commencé à acquérir la réputation d'un séducteur. L'acteur lui-même a laissé entendre qu'il avait l'œil qui divague, admettant qu'il trouvait toutes les femmes attirantes sans avoir de type spécifique. Pendant l'année de son divorce de Silva, il a joué dans Wyatt Earp, où People a noté des allégations de flirt avec une assistante de production. De plus, une autre femme l'a accusé de gestes inappropriés lors d'un trajet en limousine qui semblait anodin. Cette image a persisté, et peu de temps après sa séparation de Silva, des rapports ont fait surface sur une liaison avec Peggy Trentini, ancienne mannequin devenue entrepreneur immobilier et actrice. Dans ses mémoires de 2011, Once Upon a Star, Trentini a divulgué des détails sur sa prétendue relation avec la star de Yellowstone. Elle a décrit leur relation comme jamais sérieuse, en grande partie en raison de sa réputation de séducteur. Kevin faisait venir des amis avec des femmes chez lui pour pouvoir rencontrer autant de personnes que possible pour trouver une petite amie sexy, a-t-elle affirmé. Il était charmant et flirtait, mais je ne l'ai jamais pris au sérieux car mes amis m'avaient averti qu'il était un séducteur notoire. Trentini, qui aurait également eu des aventures romantiques avec Johnny Depp et Billy Idol, a précisé qu'elle ne cherchait pas de relation à long terme avec des stars hollywoodiennes. Elle s'amusait simplement. Jewel.
Après son divorce de Christine Baumgartner, des rumeurs ont circulé en novembre 2023 selon lesquelles Kevin Costner serait romantiquement lié à Reese Witherspoon, suscitant une spéculation généralisée sur le nouveau couple de pouvoir d'Hollywood. Cependant, le porte-parole de Witherspoon a rapidement dissipé ces rumeurs comme de simples potins en ligne. Néanmoins, peu de temps après, Costner a été apparemment vu sous un nouveau jour romantique. En décembre, des rapports ont émergé suggérant que Costner avait entamé une relation avec Jewel, une chanteuse multiplatine. Selon des témoins qui ont parlé à In Touch Weekly, Costner s'est intéressé à Jewel lors d'un événement de charité dans les îles Vierges britanniques où ils auraient immédiatement accroché. Les participants les ont vus se rapprocher, Costner montrant une affection courtoise en embrassant Jewel lors de son discours pour la fondation Inspiring Children, une organisation qu'elle a fondée. Des initiés qui ont parlé à TMZ ont révélé que Costner et Jewel ont voyagé ensemble pour l'événement et ont ensuite apprécié une escapade romantique dans les Caraïbes. Il y avait définitivement une connexion, a révélé une source. Ils étaient taquins, et quand ils étaient ensemble, ils semblaient tous les deux s'illuminer. Un autre témoin oculaire a mentionné que malgré les tentatives de discrétion, leur chimie était palpable. Tout le monde qui les a vus pouvait sentir qu'il se passait quelque chose, ont-ils remarqué. Les sources ont également noté que Costner semblait incarner les qualités que Jewel recherchait chez un partenaire. Bien que ni Costner ni Jewel n'aient confirmé officiellement leur relation, Jewel a exprimé sa gratitude sur Instagram, reconnaissant le soutien de Costner pour ses efforts caritatifs. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour explorer la confession sincère de Kevin Costner sur l'amour de sa vie. Il est clair, à travers ses paroles poignantes et ses moments introspectifs, que l'amour, même au milieu des défis, reste une force puissante dans sa vie. Que pensez-vous de la confession sincère de Costner? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé des plongées profondes dans les histoires de célébrités. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à explorer les histoires intéressantes et scandaleuses du monde des paparazzis.